En octobre 1889, au cœur industriel de Manchester, en Angleterre, quelque chose se produisit entre les murs du domaine de la famille Barrow qui allait remettre en question les frontières mêmes entre la vie et la mort. Les Barrow avaient bâti leur fortune sur 3 générations de fabrication textile, leurs usines employant la moitié de la classe ouvrière de Manchester, mais c'est la naissance des jumelles identiques Sarah et Emma en 1871 qui marquerait le début d'événements si troublants que le médecin de famille, le docteur Edmund Hayes, scellerait ses dossiers médicaux pendant près d'un siècle. Dès leur premier souffle, les jumelles firent preuve d'une synchronicité déconcertante qui transcendait la simple similitude génétique. Elles terminaient les phrases l'une de l'autre. Tombaient malades avec des symptômes identiques, bien qu'une seule ait été exposée à la contagion, et, de la manière la plus troublante, semblaient partager des sensations physiques à des distances qui auraient dû rendre une telle connexion impossible. Mais avant de plonger dans ce cauchemar, laissez un commentaire en bas et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes nouveau ici et que vous aimez les histoires qui donnent des frissons, appuyez sur le bouton d'abonnement. Croyez-moi, vous voudrez être notifié quand le prochain sortira. Maintenant, commençons. Septembre 1889 apporta un automne anormalement froid à Manchester, et avec lui vint l'épidémie de scarlatine qui coûterait la vie à 17 personnes dans le seul quartier textile. Mais ce qui arriva à Sarah Barrow se révélerait bien plus troublant qu'un simple cas de contagion. La fièvre frappa Sarah le 15 septembre, commençant par l'éruption cutanée caractéristique rouge fraise qui se propagea sur sa gorge, mais quelques heures après le diagnostic de Sarah, Emma, qui était en visite chez leur tante à 30 miles de là, à Liverpool, commença à présenter des symptômes identiques, le même type d'éruption, la même fièvre brûlante, les mêmes paroles délirantes, bien qu'elle n'ait eu aucune exposition à la maladie. La famille Barrow, possédant une richesse et une influence considérables, convoqua les meilleurs médecins du nord de l'Angleterre, y compris le Dr Hayes et un spécialiste du Royal College of Physicians de Londres, le Dr Archibald Pemberton, qui documenterait plus tard que les symptômes d'Emma étaient médicalement impossibles, car des examens répétés confirmèrent qu'elle n'avait aucune infection bactérienne, pas de ganglions enflés, pas de véritable scarlatine, et pourtant son corps imitait la détérioration de celui de Sarah avec une précision terrifiante. La famille plaça Sarah en quarantaine dans l'aile est de leur manoir géorgien, tandis qu'Emma fut gardée dans l'aile ouest sous observation médicale constante, mais la séparation sembla intensifier plutôt que de diminuer leur connexion mystérieuse, lorsque la fièvre de Sarah atteignit un pic à précisément 2h15 du matin le 28 septembre, atteignant 104,3 degrés. La température d'Emma monta exactement au même niveau au même moment, bien qu'elle fût surveillée dans une pièce maintenue à une température constante de 62 degrés Fahrenheit. Les notes médicales du Dr Hayes, découvertes en 1987, décrivent son malaise croissant alors qu'il documentait des phénomènes qui défiaient chaque principe de la science médicale qu'il avait passé des décennies à étudier. Lorsque la respiration de Sarah devint laborieuse le 1er octobre, Emma se mit à haleter en parfaite synchronisation. Lorsque le rythme cardiaque de Sarah devint erratique, le pouls d'Emma correspondit battement pour battement. Lorsque le délire s'empara de Sarah et qu'elle se mit à parler dans ce que les infirmières décrivirent comme des langues anciennes, Emma, toujours en meilleure santé physique, se mit à réciter les mêmes phrases incompréhensibles mot pour mot. La nuit du 2 octobre apporta un bref espoir lorsque la fièvre de Sarah tomba, sa peau se rafraîchissant, sa respiration se stabilisant, et simultanément, Emma s'assit dans son lit, pleinement lucide pour la première fois depuis des jours, annonçant à son infirmière « Elle me laisse derrière ». Mais ce répit ne dura que quelques heures
avant que l'état de Sarah ne se détériore de façon catastrophique. Son corps convulsant, alors que les toxines submergeaient son système. Et à exactement 3h47 du matin, le 3 octobre 1889, le cœur de Sarah Barrow cessa de battre. À cet instant précis, 37 témoins répartis dans les 2 ailes du manoir virent Emma, qui était assise droite quelques instants auparavant, s'effondrer en arrière sur son lit, son corps se raidissant, ses yeux se révulsant, et, fait le plus troublant de tous, sa respiration cessa pendant exactement 4 minutes et 13 secondes, la même durée pendant laquelle le docteur Hayes avait lutté sans succès pour réanimer Sarah avant qu'Emma ne reprenne soudainement conscience dans un sursaut, des larmes coulant sur son visage, alors qu'elle murmurait des mots qui hanteraient toutes les personnes présentes. « Elle n'est pas partie, elle est en moi maintenant. » Le matin du 4 octobre 1889 commença par ce que le personnel de maison décrirait plus tard comme un calme surnaturel qui s'installa sur le domaine Barrow, rompu seulement lorsqu'Emma sortit de sa chambre à précisément 7h23 du matin, l'heure exacte à laquelle le corps de Sarah était préparé pour l'inhumation dans la chapelle privée du domaine, un détail dont Emma n'aurait dû avoir aucune connaissance, la famille lui ayant délibérément caché tous les arrangements funéraires dans son état fragile. Pourtant, Emma se dirigea directement vers la salle à manger, où ses parents étaient assis en deuil, et annonça avec une clarté dérangeante. « Sarah dit que vous avez choisi la robe de soie bleue avec les boutons de nacre de mer, mais elle veut la crème qu'elle portait au mariage de la cousine Margaret, et elle insiste pour que vous n'utilisiez pas la poudre de lilas. Elle dit que ça la fait éternuer, même maintenant. » Madame Barrow s'évanouit en entendant cela, car elle venait, quelques minutes auparavant, de donner instruction en privé à l'assistant du croque-mort d'habiller Sarah de cette exacte robe bleue, avait personnellement choisi ses propres boutons de nacre pour y être cousus le matin même, et, fait le plus troublant, avait spécifiquement demandé de la poudre parfumée au lilas pour masquer l'odeur croissante de la mort. Le docteur Hayes, qui était resté au domaine pour surveiller l'état d'Emma, commença immédiatement à documenter ce qu'il appellerait des épisodes de connaissance impossibles, notant qu'Emma faisait preuve d'une conscience de détails infimes se produisant dans des pièces où elle n'était jamais entrée. Elle savait que le croque-mort avait accidentellement déchiré le bas de Sarah et l'avait remplacé par un de la propre garde-robe d'Emma. Elle savait qu'une unique rose blanche était tombée de l'arrangement funéraire à exactement 9h15 du matin. Elle savait que son père avait glissé le jouet d'enfance préféré de Sarah, un petit lapin en porcelaine, dans le cercueil quand il pensait que personne ne regardait. Le médecin tenta de rationaliser ces révélations, théorisant initialement que les domestiques pourraient informer secrètement Emma, mais son enquête révéla qu'Emma connaissait des détails qu'aucune personne seule n'aurait pu connaître. Elle décrivit des conversations tenues à voix basse entre le croque-mort et son assistant dans la cave de la chapelle. Elle récita mot pour mot une prière en latin que le père Morrison avait prononcée seul sur le corps de Sarah à l'aube, et, de la manière la plus impossible qui soit, elle décrivit avec précision le motif de la pluie sur les vitraux de la chapelle pendant les préparatifs, bien que les fenêtres de sa chambre fassent entièrement face à la direction opposée. Le journal du docteur Hayes de ce jour-là révèle sa détresse croissante. Mademoiselle Emma parle de sa sœur non pas comme d'une défunte, mais comme étant activement présente, affirmant que Sarah se tient à ses côtés, lui chuchotant constamment, lui montrant, à travers les yeux de Sarah, ce qui se passe autour de sa dépouille terrestre. La science médicale n'offre aucune explication pour des connaissances acquises par des moyens impossibles. La famille, désespérée de trouver une explication rationnelle, convoqua de nouveau le docteur Pemberton de Londres, qui passa 3 heures à examiner Emma
avant de déclarer ses symptômes conformes à une illusion de deuil hystérique, prescrivant du laudanum et du repos au lit, rejetant l'exactitude étrange de ses déclarations comme une coïncidence amplifiée par le chagrin. Mais même lui ne put expliquer comment Emma avait eu connaissance de la tache de naissance sur l'omoplate de Sarah que le croque-mort avait découverte, une marque cachée depuis l'enfance et inconnue même de leur mère, ce qui amena le docteur Hayes à écrire sa première note véritablement effrayée. Soit la folie s'est emparée d'elle complètement, soit quelque chose qui dépasse l'entendement médical se produit entre ces murs. Le soir du 8 octobre 1889, 5 jours après la mort de Sarah, la maisonnée Barrow assista au début d'un phénomène qui allait transformer le scepticisme en terreur lorsque Emma, assise au secrétaire de la bibliothèque, saisit soudainement un stylo-plume et se mit à écrire rapidement en parfaite écriture en miroir, sa main gauche se déplaçant sur la page de droite à gauche, bien qu'elle fût naturellement droitière, produisant un texte qui ne pouvait être lu que tenu devant un miroir. La famille rejeta d'abord cela comme une autre manifestation du deuil d'Emma, jusqu'à ce que leur gouvernante, mademoiselle Catherine Whitfield, tienne la première page devant le miroir et lise à haute voix des mots qui firent s'effondrer madame Barrow. 3 septembre 1889. Mère ne sait pas encore pour Frédéric comment il m'a embrassé derrière le labyrinthe du jardin. Comment j'ai promis de garder le secret jusqu'à Noël quand il prévoit de parler à père. Un secret que Sarah avait en effet gardé, comme la famille le confirmerait plus tard en trouvant une lettre d'amour de Frederick Ashworth, le fils du banquier, cachée dans la boîte à musique de Sarah, datée exactement du 3 septembre. Le docteur Hayes fut convoqué immédiatement et observa Emma pendant 4 heures consécutives, alors qu'elle remplissait 27 pages de texte à l'envers, les yeux vides et sans concentration, sa main gauche se déplaçant avec une vitesse et une précision surnaturelles, tandis que sa main droite restait complètement inerte. Et, fait le plus troublant de tous, l'écriture correspondait parfaitement aux boucles et aux fioritures distinctives de Sarah, bien qu'Emma ait toujours eu un style d'écriture nettement différent, caractérisé par des lettres pointues et anguleuses. Le médecin tenta d'interrompre l'écriture à plusieurs reprises, mais la main d'Emma continua de bouger même lorsqu'il essaya de la retenir, et lorsqu'il retira le stylo, ses doigts continuèrent les mouvements dans les airs jusqu'à ce qu'un autre instrument d'écriture lui soit fourni, ce qui l'amena à documenter. La patiente semble n'être qu'un réceptacle à travers lequel ses communications s'écoulent. Elle ne montre aucune conscience de l'acte. La véritable horreur apparut lorsque la famille, sur la suggestion du docteur Hayes, récupéra le journal intime de Sarah de sa cachette sous une lame de plancher lâche dans sa chambre, un emplacement qu'Emma jura n'avoir jamais connu, et compara les écrits en miroir aux véritables entrées de Sarah, découvrant qu'Emma reproduisait, mot pour mot, des passages du journal que Sarah avait écrit dans les semaines précédant sa maladie, y compris des entrées sur des pensées privées qu'elle n'avait jamais partagées avec personne. Sa peur du cauchemar récurrent de se noyer dans une eau noire, son soupçon que la femme de chambre Mary avait volé sa broche camée et, de la manière la plus glaçante, une entrée du 14 septembre, un jour avant que la fièvre ne frappe, où Sarah avait écrit « Je sens la mort approcher comme une main froide sur mon épaule, mais je n'ai pas peur. Emma et moi sommes les 2 moitiés d'une seule âme, et même la mort ne peut vraiment séparer ce que Dieu a uni dans le sein maternel. » L'écriture en miroir continua pendant 6 jours de plus, produisant plus de 200 pages qui ne chroniquaient pas seulement le passé documenté de Sarah, mais commencèrent à inclure des entrées datées après sa mort, décrivant ses propres funérailles du point de vue de quelqu'un qui regarde d'en haut,
nommant des personnes en deuil qu'Emma n'aurait pas pu savoir présentes, décrivant la pluie qui commença exactement au moment où le cercueil fut descendu, et se terminant par un message qui poussa le docteur Hayes à envisager de retirer Emma de la maison familiale. « J'apprends à utiliser ses mains, bientôt j'utiliserai sa voix, et alors, chère famille, vous comprendrez que la mort n'est qu'une porte que je tiens ouverte. » Le 15 octobre 1889, la quête désespérée de réponse de la famille Barrow les conduisit à contacter le professeur Marcus Whitmore de la Société de recherche psychique de Londres, un homme dont les enquêtes sur les phénomènes spirites lui avaient valu à la fois les acclamations des croyants et la méfiance de l'establishment scientifique, et qui arriva au domaine de Manchester avec un arsenal d'équipements conçus pour documenter et vérifier les événements surnaturels dans des conditions contrôlées. Le professeur Whitmore établit ce qu'il appela une « chambre de séance scientifique » dans le salon du domaine, installant plusieurs lampes à gaz à des distances mesurées pour empêcher la manipulation des ombres, plaçant des thermomètres à 12 points différents pour détecter les variations de température, et surtout positionnant 6 témoins indépendants, dont le Dr Hayes, 2 magistrats, un ministre presbytérien présent en tant que sceptique, et un sténographe pour enregistrer chaque mot, autour d'Emma en un cercle parfait, chaque observateur étant chargé de documenter des aspects spécifiques de ce qui allait se dérouler. À précisément 20 heures, le 17 octobre, avec Emma assise sur une chaise à dossier droite au centre de la pièce, ses poignets lâchement attachés avec des rubans de soie pour empêcher des gestes inconscients qui pourraient être confondus avec une manifestation surnaturelle, le professeur Whitmore commença sa documentation formelle, notant que la température de base d'Emma était de 98,1 degrés Fahrenheit et que la température de la pièce se maintenait à 64 degrés. 7 minutes après le début de la séance, la première transformation commença. La colonne vertébrale d'Emma se redressa de manière anormale, sa tête s'inclinant en arrière à un angle qui, selon le Dr Hayes, causerait normalement une tension musculaire sévère, mais elle ne montra aucune gêne, et quand elle ouvrit la bouche pour parler, la voix qui en sortit était indéniablement celle de Sarah, pas une imitation de sa sœur par Emma, mais le ton exact de Sarah, son léger aisément sur certaines consonnes, sa manière caractéristique d'insister sur le 3e mot de chaque phrase lorsqu'elle était excitée. La transcription du sténographe rapporte que Sarah commença par s'adresser à chaque témoin par son nom, y compris le professeur Whitmore qu'elle n'avait jamais rencontré de son vivant, décrivant avec précision une tache de naissance sur son omoplate gauche que seule sa femme connaissait, confirma-t-il, avant de se tourner vers des secrets de famille qui poussèrent M. Barrow à tenter d'arrêter la séance. « Père, devrais-je leur parler de l'enfant que vous avez eu avec la gouvernante en 1867, ce garçon à qui vous envoyez de l'argent à Leeds, l'appelant votre pupille. Une révélation que l'enquête ultérieure confirmerait comme étant terriblement exacte. Les manifestations physiques s'intensifièrent au fur et à mesure que la séance se poursuivait, les thermomètres indiquant que la température autour d'Emma chutait à 40 et 1 degré Fahrenheit, tandis que le reste de la pièce restait inchangé, son souffle devenant visible dans le froid malgré la douceur relative de cette soirée d'octobre, et, fait le plus troublant de tous, les témoins observèrent ce qui semblait être 2 ombres distinctes projetées par le corps d'Emma sous la lumière stable du gaz, l'une correspondant à sa position assise, l'autre se tenant debout à côté de sa chaise. La documentation du professeur Whitmore comprend des témoignages sous serment des 6 témoins décrivant comment les traits d'Emma semblaient se modifier et se brouiller, apparaissant parfois comme le visage de Sarah superposé au sien, un phénomène que le ministre presbytérien, le révérend Douglas Campbell, décrivit comme impie et indéniable,
le conduisant à abandonner son scepticisme et à fuir la pièce en récitant le Notre Père, non sans avoir vu Emma parler un latin parfait, une langue qu'aucune des jumelles n'avait jamais étudiée, récitant ce qui fut plus tard identifié comme un rite funéraire du XIIIe siècle. Sa voix descendant de 3 octaves en dessous de sa tessiture naturelle, produisant des sons que le rapport ultérieur du professeur Whitmore déclara physiologiquement impossibles à atteindre pour les cordes vocales d'une femme. Le 3 novembre 1889, la Société médicale de Manchester convoqua une enquête formelle extraordinaire sur ce qu'ils appelèrent l'affaire Barrow, rassemblant 14 des médecins les plus distingués du nord de l'Angleterre, dont 3 membres du Collège royal des chirurgiens, pour mener l'examen scientifique le plus rigoureux de phénomènes surnaturels présumés jamais tentés dans l'histoire médicale britannique. Le comité d'enquête, dirigé par Sir William Grayson, chef de la médecine à l'infirmerie royale de Manchester, établit un service d'observation clinique au sein du domaine Barrow, transformant le salon du matin en ce qui ressemblait à un théâtre chirurgical, avec des sangles en cuir, des panneaux d'observation en verre et le tout nouvel équipement de surveillance électrique importé de Vienne, conçu pour mesurer les variations infimes de la réponse galvanique cutanée. Pendant 7 jours, Emma fut soumise à des examens exhaustifs qui auraient brisé une personne en bonne santé, mais elle endura des procédures incluant l'immersion dans l'eau glacée pour tester les réponses thermiques, la stimulation électrique des terminaisons nerveuses pour vérifier la conscience, et l'administration de pentothal de sodium, un sérum de vérité expérimentale, tout en maintenant ses affirmations selon lesquelles Sarah était, toujours présente, regardant à travers mes yeux, furieuse de votre incrédulité. Les phénomènes documentés lors de ces observations médicales défièrent tous les principes que les médecins tenaient pour sacrés. Lorsque le docteur Harrison tenta de prélever du sang du bras gauche d'Emma à 14h15 le 5 novembre, l'aiguille pénétra normalement, mais le sang qui en sortit était de plusieurs degrés plus froid que le sang humain ne devrait l'être tout en restant liquide, atteignant 60 et 1 degré. Fahrenheit comparé à la température corporelle d'Emma de 97 degrés. Et, de la manière la plus impossible qui soit, lorsqu'il fut testé, il montra 2 groupes sanguins distincts mélangés, l'un correspondant au groupe connu d'Emma, l'autre étant vraisemblablement celui de Sarah, bien qu'aucun échantillon du sang de la jumelle décédée n'existât pour comparaison. Les notes personnelles de Sir William, tenues séparément du dossier officiel, décrivent son horreur croissante alors qu'Emma faisait preuve de connaissances médicales qu'elle ne pouvait posséder, diagnostiquant correctement un souffle cardiaque caché chez un médecin présent en plaçant sa main sur sa poitrine et en décrivant l'emplacement exact et la nature du défaut valvulaire, confirmé plus tard par un examen au stéthoscope, puis prédisant avec précision que la femme du docteur Morrison, qui semblait en bonne santé, ferait une fausse couche dans la semaine, une tragédie qui se produisit exactement 5 jours plus tard. Les anomalies de température devinrent de plus en plus violentes, les thermomètres à mercure se fissurant littéralement sous l'effet de changements de température rapides lorsqu'ils étaient placés près d'Emma, passant de lectures normales à des températures inférieures à 0 en quelques secondes, tandis qu'Emma elle-même maintenait des signes vitaux stables malgré le givre se formant sur sa peau pendant ce qu'elle appelait les moments de colère de Sarah. L'enquête atteignit son apogée terrifiante le 9 novembre, lorsque, lors d'un examen neurologique de routine, Emma se mit soudain à parler avec les voix d'autres patients décédés que les médecins présents avaient perdues. 7 voix distinctes au total, chacune récitant les détails de leurs derniers moments, leurs dernières paroles, des informations médicales issues de dossiers scellés, provoquant chez le docteur James Pemberley ce que les témoins décrivirent comme une dépression nerveuse complète, hurlant que les morts parlent à travers elles avant d'être sédatés et retirés du domaine.
Le rapport officiel de la Société médicale de Manchester, déposé le 12 novembre 1889, se concluait par un langage sans précédent pour un document médical. Les phénomènes observés dépassent l'explication médicale actuelle et suggèrent des mécanismes au-delà de notre compréhension présente de la physiologie humaine, bien que l'addendum, scellé pour 100 ans, contenait la véritable conclusion de Sir William. Ce qui habite en Emma Barrow n'est pas simplement l'esprit de sa sœur. Quelque chose de plus ancien et de plus terrible a pris note de ses jumelles, utilisant leur connexion comme une porte d'entrée dans notre monde. Les phénomènes qui s'étaient initialement concentrés sur Emma Barrow commencèrent à se propager dans tout le domaine comme une infection maligne après le 15 novembre 1889, lorsque le photographe de Manchester Harold Pemberton, engagé pour documenter l'enquête médicale, développa ses plaques photographiques pour découvrir que chaque image contenant Emma montrait également une silhouette translucide debout à côté ou derrière elle, une silhouette portant la robe de couleur crème dans laquelle Sarah avait été enterrée, son visage parfois clair et parfois obscurci par ce qui semblait être de la terre de tombe. Les photographies, qui sont conservées dans les archives historiques de Manchester, montrent cette présence spectrale devenant de plus en plus solide à chaque image successive, passant d'une simple suggestion de forme humaine à une apparition entièrement détaillée, dont les yeux, sur la dernière photographie prise le 20 novembre, semblent fixer directement l'appareil photo avec ce que les témoins décrivirent comme une malveillance consciente. Et sur une image particulièrement troublante, la main fantomatique de Sarah semble serrer la gorge d'Emma, tandis qu'Emma elle-même souriait sereinement, inconsciente de l'étranglement surnaturel capturé sur film. Les manifestations physiques allèrent au-delà des preuves photographiques lorsque, le 22 novembre, lors d'un dîner auquel assistaient 12 témoins, dont le maire de Manchester, tous les couverts sur la table s'élevèrent soudainement de 3 pieds dans les airs, planant pendant exactement 13 secondes, la différence d'âge en minutes entre la naissance des jumelles, avant de retomber bruyamment en un motif qui épelait S-A-R-A-H-V-I-T sur la nappe blanche. Madame Elizabeth Hartwell, la gouvernante qui avait servi la famille Barrow pendant 30 ans, documenta dans son journal privé comment elle arrivait chaque matin pour trouver les meubles réarrangés dans la chambre d'Emma pour correspondre exactement à la disposition de la chambre de Sarah avant sa mort, y compris des détails comme les livres classés par ordre alphabétique d'auteur plutôt que de titre, une préférence unique à Sarah et, fait le plus troublant, des pétales de roses frais éparpillés sur l'oreiller malgré le gel de novembre ayant tué toutes les roses du jardin des semaines plus tôt. Les messages commencèrent à apparaître le 25 novembre, se manifestant sur toute surface qui recueillait la condensation, fenêtres, miroirs, même la surface d'une soupe chaude, toujours dans l'écriture distinctive de Sarah, commençant par des communications bénignes comme « Tu me manques » et « Souviens-toi de notre anniversaire », mais devenant progressivement plus dérangeants. Les ténèbres ici ont des dents, d'autres veulent passer, et le plus terrifiant, Emma faiblit, je me renforce. Le personnel de la maison commença à vivre des phénomènes indépendamment de la présence d'Emma. Le garçon d'écurie Thomas Wright, rapportant qu'il avait entendu la voix de Sarah chanter son hymne préféré dans la chapelle vide à minuit. La femme de chambre Margaret Collins, trouvant ses cheveux tressés selon le motif complexe que seule Sarah savait faire pendant qu'elle dormait, et, de la manière la plus spectaculaire, le majordome M. James Morrison, témoignant sous serment avoir vu Sarah elle-même descendre le grand escalier à 3h47 du matin, l'heure exacte de sa mort, sa robe d'enterrement laissant des empreintes humides malgré l'absence de pluie depuis des jours. Le docteur Hayes, maintenant son observation scientifique malgré une peur croissante, nota que les animaux du domaine
commençait à montrer une agitation extrême, les chevaux refusant de passer devant la fenêtre d'Emma, les chiens hurlant dans des coins vides où des témoins rapporteraient plus tard avoir vu l'ombre de Sarah, et, de manière la plus révélatrice, une cage de canaris dans la véranda fut retrouvée un matin avec tous les oiseaux morts, disposés en un cercle parfait, leurs petits coups tordus à des angles identiques, sous un miroir sur lequel était apparu le message. Il ne voulait pas chanter sa chanson préférée. Le 24 décembre 1889 marqua exactement 12 semaines depuis la mort de Sarah, et ce qui se produisit cette veille de Noël forcerait la famille Barrow à fuir leur demeure ancestrale pour toujours, ne laissant derrière eux que des fragments de documentation qui resteraient scellés dans les archives de la police de Manchester jusqu'à la démolition du bâtiment en 1987. La soirée commença par ce que les serviteurs décrivirent comme une chaleur anormale, se propageant dans la maison malgré la tempête hivernale qui faisait rage à l'extérieur, la température dans la chambre d'Emma grimpant à un étouffant 94 degrés. Fahrenheit, tandis que du givre se formait à l'intérieur des fenêtres, créant un microclimat impossible qui fit peler et s'enrouler le papier peint comme une peau qui brûle. À précisément 23h47, alors que la famille était réunie dans le salon pour ses prières mélancoliques de la veille de Noël, Emma entra, vêtue de la robe d'enterrement de Sarah, qui aurait dû être à 6 pieds sous terre, les pieds nus et saignant de ce qui semblait être des coupures de verre brisées, bien qu'aucun verre ne fût trouvé, les yeux complètement blancs, comme s'ils étaient révulsés dans son crâne, et pourtant elle se déplaçait dans la pièce avec une précision parfaite. Le journal de Madame Barrow, retrouvé lors de la vente du domaine, décrit comment la voix d'Emma devint une horrible harmonie des deux jumelles parlant à l'unisson, alors qu'elle livrait des prophéties qui se révéleraient d'une précision dévastatrice. Père mourra en s'étouffant dans son propre sang avant que les roses du printemps ne fleurissent. M. Barrow succomberait à la consomption le 15 mars 1890. Mère suivra lorsque la chaleur de l'été se brisera. Madame Barrow mourrait d'une insuffisance cardiaque le 30 et 1 août 1890. L'enfant de la cousine Margaret naîtra mort avec la marque des jumeaux sur lui. Margaret accoucherait de jumeaux siamois morts-nés en février 1890. Mais ce fut le message final de Sarah, délivré à travers le corps convulsé d'Emma à l'approche de minuit, qui révéla le terrible secret que la famille avait caché depuis la naissance des jumelles. « Dis-leur, mère, dis-leur ce que la sage-femme a vu, ce que tu l'as payé pour oublier, ce que Père a fait bénir par le prêtre. Nous n'étions pas deux quand nous sommes sortis de ton ventre, nous étions une, jointe à la colonne vertébrale, respirant par les mêmes poumons, partageant le même cœur, jusqu'à ce que le médecin nous sépare et que j'obtienne la plus petite part, la moitié la plus faible, destinée à mourir pendant qu'Emma vivait avec la force qui nous était destinée à toutes les deux. » Les notes privées du Dr Hayes confirment ce que la famille avait désespérément dissimulé. Les jumelles étaient nées en tant que ce que la science médicale appelait des jumeaux parasites, Sarah étant partiellement absorbée dans le corps d'Emma, séparée chirurgicalement dans une procédure qui aurait dû tuer les deux nourrissons, et pourtant, miraculeusement, toutes deux avaient survécu, bien que Sarah soit restée fragile tout au long de ses 18 années de vie. La révélation continua à travers la voix possédée d'Emma. La coupure ne nous a pas séparés, elle a déchiré une seule âme en 2 corps. Et la mort m'a simplement ramené là où j'appartenais, à l'intérieur de mon autre moitié. Et maintenant d'autres ont remarqué la porte que notre blessure a créée, des choses anciennes qui attendent dans l'obscurité entre la vie et la mort, et elles veulent ramper à travers. Au 12e coup de minuit,
Alors que les cloches des églises de Manchester sonnaient le jour de Noël, le corps d'Emma s'éleva à 3 pieds du sol, suspendu horizontalement, et d'une voix qui, selon les témoins, contenait des multitudes de morts, elle prononça ces dernières paroles cohérentes. « Nous devenons quelque chose de nouveau, ni vivante ni morte, et bientôt, Emma cessera d'exister entièrement. Il n'y aura plus que nous, et puis eux, et alors la porte ne se refermera plus jamais. » Janvier 1890 apporta un calme trompeur au domaine Barrow, comme si la révélation de la veille de Noël avait épuisé les forces qui s'étaient manifestées à travers Emma, mais les examens médicaux quotidiens du docteur Hayes révélèrent une vérité horrifiante. Le corps d'Emma commençait à présenter la progression exacte de la décomposition qu'aurait subi le cadavre de Sarah s'il n'avait pas été embaumé, bien qu'Emma fût toujours en vie. Sa peau développa ce que le docteur Hayes documenta comme des plaques de lividité cadavérique incompatibles avec la circulation sanguine, des taches violacées grises se propageant sur son dos, et ses membres selon le schéma précis qui apparaît sur les cadavres lorsque le sang s'accumule après la mort. Pourtant, le cœur d'Emma continuait de battre, ses poumons de respirer, alors même que sa chair commençait à sentir le formol et la terre de tombe. La famille, ce qu'il en restait après que plusieurs membres eurent fui suite à la veille de Noël, maintint une veille constante, alors que la conscience d'Emma oscillait entre des moments de parfaite lucidité et des épisodes où elle parlait en tant que multiples entités, sa voix étant parfois celle d'un enfant, parfois celle d'une vieille femme, parlant occasionnellement dans des langues que le professeur Whitmore, rappelé pour consultation, identifia comme des dialectes celtiques pré-chrétiens qui n'avaient pas été parlés depuis 1000 ans. La dernière communication documentée d'Emma eut lieu le 15 septembre 1890, exactement 1 an après que Sarah eut contracté la scarlatine, lorsqu'elle demanda du papier et, avec des mains qui avaient commencé à montrer des signes de rigidité cadavérique malgré son animation continue, écrivit une lettre adressée à « ceux qui trouveront ce dossier. Je comprends maintenant ce que nous étions censés être, pourquoi Dieu, ou la nature, ou le hasard nous a créés jointes. Nous étions un pont entre les mondes, et notre séparation n'aurait jamais dû avoir lieu. Le médecin qui nous a séparés n'a pas sauvé de vie. Il a créé une blessure dans la réalité elle-même par laquelle la mort s'infiltre depuis. Sarah a essayé de retourner là où elle appartenait, en moi. Mais autre chose est venue avec elle, beaucoup d'autres choses, attirées par l'impossibilité de notre existence, comme des papillons de nuit par une flamme. Je les sens ramper dans mes veines, des consciences anciennes qui précèdent la mémoire humaine. Utilisant notre connexion sectionnée comme une passerelle, mon corps ne défaille pas à cause d'une maladie, mais parce qu'il contient trop d'âmes, trop de morts, trop de possibilités d'existence qui ne devraient pas être. Le 1er octobre 1890, Emma avait cessé de manger complètement, mais continuait de vivre, son poids chutant à 63 livres, son corps ressemblant à un cadavre momifié qui maintenait d'une manière ou d'une autre son animation, et, fait le plus troublant de tous, les témoins rapportèrent avoir vu de multiples ombres projetées par sa forme émaciée, parfois 3, parfois 7, comptant une fois jusqu'à 13 ombres distinctes, se déplaçant indépendamment de ses mouvements. Le 3 octobre 1890, à exactement 3h47 du matin, précisément 1 an après la mort de Sarah, le cœur d'Emma Barrow cessa enfin de battre, mais ce que le médecin présent, le docteur Morrison, documenta défiait toute explication médicale. Son corps continua de bouger pendant 47 minutes après l'arrêt cardiaque, ses lèvres formant des mots que personne ne pouvait comprendre, ses doigts dessinant dans l'air des symboles que le professeur Whitmore copia frénétiquement et identifia plus tard comme des représentations cunéiformes de « porte »,« éternel » et « retour »,
avant qu'elle ne devienne enfin immobile, bien que les témoins jurèrent qu'ils pouvaient encore l'entendre respirer pendant des heures après, le son ne provenant pas de son cadavre, mais des murs de la pièce elle-même. En 1987, lors de la démolition du quartier général de la police de Manchester, des ouvriers du bâtiment découvrirent une chambre forte scellée contenant les archives médicales complètes du Dr Edmund Hayes, y compris des photographies, des enregistrements sur cylindre de cire audio et plus de 3000 pages de documentation sur les jumelles Barrow qui avaient été scellées par ordonnance du tribunal pendant 100 ans, des matériaux que l'analyse médico-légale moderne confirmerait comme authentiques et non altérés, la datation chimique plaçant les documents véritablement dans la période de 1889 à 1890. Le docteur Margaret Sheffield, du département de parapsychologie de l'Université de Manchester, soumit les plaques photographiques à une analyse spectrographique. Découvrant que les apparitions de Sarah contenaient des signatures électromagnétiques impossibles à falsifier avec la technologie de 1889, des motifs qui suggéraient un déplacement réel des particules de lumière par une présence physique, tandis que les cylindres audio, une fois améliorés numériquement, révélèrent des fréquences subsoniques sous les vocalisations possédées d'Emma, qui formaient des mots en discours inversés, créant un dialogue caché qui parlait de « la blessure entre les mondes qui saigne encore ». L'enquête révéla que le cas Barrow n'était pas unique mais faisait partie d'un schéma s'étendant sur des siècles. Les archives de Hayes contenaient une correspondance avec des médecins à travers l'Europe documentant 17 cas similaires de jumeaux où l'un mourait et possédait prétendument le survivant, y compris les jumelles bavaroises de 1743, Marie et Catherine Engelhardt, les nobles russes de 1821, Alexandre et Mikhail Volkonsky, et, de manière plus remarquable, les jumeaux italiens de 1456 enregistrés dans les archives secrètes du Vatican, tous partageant des caractéristiques identiques. Des jumeaux avec des liens prénataux inhabituels, l'un mourant jeune, le survivant manifestant une connaissance impossible, et tous les cas se terminant par la mort du survivant exactement 1 an après le décès de son jumeau. Le domaine Barrow lui-même, abandonné depuis 1890 et appartenant désormais au Manchester Historical Trust, est devenu un site de phénomènes continus que l'équipement moderne ne peut expliquer. Les caméras infrarouges détectent constamment 2 signatures thermiques dans l'ancienne chambre des jumelles lorsqu'une seule personne est présente. Les détecteurs de champs électromagnétiques atteignent des niveaux dangereux à exactement 3h47 chaque nuit. Et, fait le plus troublant, le radar à pénétration de sol a révélé que la tombe de Sarah, qui devrait contenir sa dépouille, semble être vide, tandis que la tombe d'Emma montre ce que les techniciens décrivent comme des lectures de densité impossibles, suggérant de multiples masses organiques occupant le même espace. Des physiciens quantiques contemporains, étudiant la documentation de Hayes, ont proposé que les jumelles représentaient une intrication quantique naturelle à une échelle macroscopique, leur séparation chirurgicale créant ce que le docteur Robert Haskins d'Oxford a appelé une rupture permanente dans la cohérence locale de l'espace-temps, arguant essentiellement que les jumelles Barrow n'étaient jamais vraiment 2 personnes, mais une seule conscience vivant une existence bifurquée, et que leur reconnexion par la mort a créé un paradoxe que la réalité tente continuellement de résoudre. Les implications restent profondément troublantes. Si la conscience peut survivre à la mort corporelle par l'intrication quantique, si une intervention chirurgicale peut créer des blessures permanentes dans le tissu même de la réalité, si la frontière entre la vie et la mort est plus perméable que nous ne le croyions, alors combien d'autres individus possédés au cours de l'histoire vivaient en réalité des reconnexions similaires et, de manière plus terrifiante,
quelle conscience ancienne aurait pu remarquer ces blessures dans la réalité et trouver des moyens de les exploiter, utilisant la connexion entre des jumeaux comme des portes d'entrée dans notre monde, attendant patiemment que la prochaine paire d'âmes quantiquement intriquées soit séparée par erreur, créant une autre brèche par laquelle des choses qui devraient rester mortes peuvent tremper à nouveau dans la lumière des vivants.